Enfin, la dimension artistique, c'est tellement de choses. De la couleur dans laquelle tu vas peindre tes ongles pour que ça aille avec ton programme court et ton programme long, coiffure que tu vas arborer, du maquillage que tu vas faire, est-ce que ça va être dramatique, est-ce que ça va être subtil, est-ce que ça va être fantaisiste, des couleurs et des matières que tu vas utiliser pour créer ta tenue, comment on va monter la musique, qu'est-ce qu'on veut comme ressenti, comment on va amener les gens dans cet univers, puis après la chorégraphie. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Cette semaine, je reçois Maë-Bérénice Meïté. Elle est 6 fois championne de France de patinage artistique et elle a participé à 10 championnats d'Europe, 6 championnats du monde et 2 Jeux Olympiques en 2014 à Sochi et en 2018 à Pyongyang. En bref, c'est une athlète de calibre international, l'une des toutes meilleures femmes au monde dans sa discipline, et c'était donc un immense plaisir et un honneur de pouvoir échanger avec elle et de vous faire découvrir son parcours si vous ne la connaissez pas encore. On a parlé de sport de haut niveau dès l'enfance, de résilience à travers la gestion de la blessure, de programmes artistiques, et Maë va même vous expliquer comment se fait le décompte des points en patinage. Ça sera l'occasion d'étaler notre science lors des prochains JO qu'on regardera en famille ou avec les copains à la télé. Un grand merci à Sébastien Bruno-Durand du podcast Parlons de votre mental pour la mise en relation. Je vous souhaite une excellente écoute, mais juste avant ça, je vous partage un feedback de la communauté, en l'occurrence, il s'agit de celui de Paul. Salut les frappés, merci pour tous ces podcasts. Moi personnellement ça m'a bien aidé pour finir des journées de travail assez dures dehors, que ce soit sous la pluie ou que ce soit des journées à rallonge. D'une part et de deux, vraiment c'est très enrichissant. En tout cas ça m'a vraiment aidé à pouvoir me poser certaines questions auxquelles j'aurais pas pensé en randonnant tout seul dans mes montagnes, et c'est bien de s'ouvrir à bout d'horizon. Eh bien écoute Maë, moi je suis trop content de te recevoir sur le podcast pour plein de raisons. Déjà, t'es sportif de haut niveau et bon, ça a fait de manière très très courte partie de ma vie, donc je suis toujours très content de recevoir des sportifs et sportifs de haut niveau. Et ensuite parce que tu es dans une discipline que je ne connais absolument pas, mais qui me fascine. Donc je vais sans doute avoir plein de questions, peut-être des questions naïves, peut-être des questions maladroites, je m'en excuse par avance, mais je connais pas du tout ton univers, donc impatient que tu nous en dises plus. Trop cool. J'ai hâte de partager tout ça. Et peut-être pour commencer, le plus simple, le plus évident, c'est peut-être que tu te présentes dans les grandes lignes. Qui est Yeah. Maë ? Allez, c'est parti. Eh bien, qui suis-je? Je suis une patineuse artistique de 29 ans. Ça fait maintenant 13 ans que je suis en équipe de France senior. J'ai participé à 2 Jeux olympiques, Sochi 2014 et Pyeongchang 2018, 6 fois classe. championne de France. J'ai participé au championnat du monde universitaire, donc je suis vice-championne du monde universitaire. J'ai été la porte-drapeau de la délégation en 2019. J'ai Ah participé. ouais ? Oui, ouais, ouais. Énorme ! C'est un vrai honneur, de pouvoir, porter, notre équipe de France, lors de cet événement. J'ai eu aussi l'occasion de participer à peut-être 10 championnats d'Europe, 5 championnats du monde. Et en parallèle de ça, j'ai poursuivi mes études. Donc j'ai obtenu, un master en management et marketing avec une spécialité dans le développement d'entreprise en juin 2021. Et voilà, en gros, pour un résumé de qui je suis. Waouh ! Ça en jette en tout cas, hein. 6 fois championne de France, 10 championnats d'Europe, 2 JO, franchement, balèze. Merci beaucoup. Impressionnant. Les JO d'ailleurs, donc 2 JO 2014, alors attends, tu quoi? Tu avais tout juste 19 ans. 20 ans en fait? J'avais 19 ans encore. 19 ans, ouais. Waouh, OK. La moyenne d'âge du coup dans le patinage artistique, dans le haut niveau, elle est relativement, faible? C'est courant d'être à 19 ans aux JO? Honnêtement, oui, parce que, c'est un sport où, la maturité, elle est assez jeune, si je puis dire. On commence, très souvent à l'âge de 5 ans, 6 ans, donc très, très jeune. Et puis pour les JO, oui, en général, c'est autour de
entre 18 et 21 ans qu'on peut voir les patineuses y aller pour la première fois. Donc c'est assez courant, oui. OK. OK, c'est toujours tellement impressionnant de voir, enfin, quand tu te projettes, je pense, pour la majorité des gens à 17-18-19 ans, tu es dans une autre réalité que celle des JO, généralement. Peut-être, bah, pour commencer depuis le commencement, donc tu dis que tu viens de dire que dans le patinage artistique, on commence généralement très jeune. Toi, ça a été quoi, tes débuts? Comment est-ce que tu t'es retrouvé à chausser des patins pour la première fois? Mais en fait, c'est grâce à ma ville, à mon école, parce que j'y suis allée, après les cours, on a toujours ce moment où, on peut aller, on nous emmenait soit, découvrir d'autres sports, ou on utilisait les infrastructures sportives de la ville. Donc on nous a emmenés, à la piscine, à la patinoire et moi, il s'avère que j'ai vraiment accroché avec la patinoire et mes parents, comme j'étais une enfant très active, ils m'ont dit: «Choisis un sport et puis nous, on va t'inscrire». Comme ça, j'allais bien me dépenser et puis je leur ai dit: «Bah, le patinage». Donc c'est pas forcément le sport auquel tout le monde, enfin tout enfant pense, mais ils se sont dit: «Bah, écoute, si elle a envie de faire ça, pourquoi pas? Allons-y et puis on verra ce que ça donne». Et ils m'ont inscrit à l'âge de, ouais, 5 ans, en 99 et depuis, bah, je continue de patiner. Tu arrives à te rappeler ce qui fait que tu as accroché? Alors, tu étais vraiment petite, mais, est-ce que tu as des souvenirs de, tu vois, peut-être des sensations ou une expérience en particulier qui t'ont fait dire à ce moment-là: «Ah bah, je veux faire ça»? Oui, cette sensation de liberté, de pouvoir, tomber, se relever, de sauter. J'étais un peu casse-cou quand j'étais jeune, donc vraiment la vitesse, ça me passionnait, sauter partout, c'était vraiment trop cool et de pouvoir, s'exprimer sur la glace, enfin, c'est une sensation de liberté que je peux pas exprimer, il faut le vivre pour le comprendre. Et ça, 25 ans plus tard, cette sensation de liberté, c'est toujours ça qui t'anime? Toujours! C'est vrai? C'est Vraiment. beau ça! C'est en fait, c'est tellement unique quand on est sur la glace, on oublie tout, et c'est juste le corps qui parle et les mouvements qui parlent et puis, quand on fait un saut, enfin je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment, ouais, je me sens libre, c'est je vole. Waouh! Ça donne envie d'essayer, mais, il y a on a ouais, à plus de 30 ans, j'ai peut-être quelques années de retard, mais, Non, en après tout cas, quand tu en parles, ça non, donne envie. vraiment, ça se commence à tout âge, il y a vraiment pas d'âge pour commencer. Bon, par contre, à 30 ans, on a peut-être un peu plus d'appréhension. Même moi, là, maintenant, je vois que j'ai beaucoup plus d'appréhension que j'en avais quand j'étais plus jeune. Ah Alors oui? que j'en ai fait toute ma vie, mais après avoir été blessée, quand j'ai dû revenir, il y a des peurs que j'ai maintenant que je n'avais pas quand j'étais jeune. Enfin, c'est même Mmh. pas une question que je me posais. Donc ce que je te conseillerais, c'est un petit casque, des petits pads pour les fesses et puis c'est bon, hein. Mmh. Et ta ville, c'était laquelle par curiosité? Tu as grandi où? J'ai grandi à Vitry-sur-Seine dans le 94, et c'est là où tout a commencé. Génial. Génial. Et donc entre le moment où tu dis à tes parents: «Bah, à 5 ans, c'est du patinage artistique que je veux faire» et l'entrée dans le haut niveau, il s'est passé combien de temps et ça a été quoi, le parcours? Bah, il s'est pas passé tant de temps que ça. J'ai commencé à 5 ans et puis à 11 ou 12 ans, j'ai fait ma première compétition internationale, pour l'équipe de France Waouh! et puis entre-temps, bah, la progression, elle a été, assez constante, une belle progression, on peut dire. J'ai acquis des éléments techniques, ce qui m'a permis d'augmenter des niveaux. Après on passe des médailles, donc ce qui nous permet de gravir un peu les échelons en interne d'abord, au sein du club et puis après tu fais des compétitions à l'échelle locale, régionale, puis tu te fais repérer donc tu passes, enfin, en fait, ça s'est fait de manière graduelle, mais Mmh. assez rapide quand même parce que, bah, j'avais cette faculté à acquérir des éléments techniques, assez compliqués et puis à l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai réussi à faire le double axel, donc c'est un peu, le passage charnière pour, beaucoup de filles notamment, parce que c'est le saut le plus compliqué dans le patinage. C'est le seul saut qui part en avant et qui atterrit en arrière, donc du coup, il y a une demi-rotation de plus. Donc par exemple, quand on dit double axel, c'est qu'en l'air, je dois effectuer 2 tours et demi au lieu de 2 tours pour un double saut. Donc du coup, j'ai acquis ce saut en ouais, à 8-9 ans, ce qui m'a permis de passer, un autre échelon et à partir de là, j'ai commencé à m'illustrer aux championnats de France et puis en tant que récompense, en gros, une année, j'ai pu, participer à une compétition internationale, à la fin de ma saison et puis, bah, à partir de là, c'est là
que tout a commencé, réellement, pour moi, à l'international. Donc à 11 ans. Oui. Waouh! Alors, ce que tu disais sur les médailles, en fait, c'est quoi? C'est un peu le même principe qu'au ski avec les étoiles, les oursons et cetera? Ouais, c'est exactement ça. En gros, on a les glaçons, ça s'appelle, c'est tout mignon. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, quand je les ai passés, on passe le premier glaçon, donc c'est vraiment pour acquérir, les fondamentaux, en fait. Savoir patiner en avant, en arrière, savoir freiner, savoir se tenir sur un pied. Donc c'est une bonne, incentive, en gros, pour les enfants de se dire: «Oh bon, bah, cette année, j'ai réussi à avoir tant de glaçons, ça veut dire que mon niveau, il a augmenté de temps. Maintenant j'ai acquis, ce skills et puis, ça leur permet aussi d'avoir, un objectif sur l'année et de les garder motivés, pour, continuer de s'entraîner tout simplement. Mmh. Et du coup, à tes 11 ans, quand voilà le haut niveau, en tout cas, où tu passes à l'international, quand tout ça arrive, tu es, d'un point de vue scolaire, d'un point de vue familial, tu une petite fille qui a une vie normale ou tu es déjà en structure? Alors ce qui est cool, c'est que j'ai gardé, ma vie familiale normale. Je n'ai pas eu à me délocaliser pour, le patinage. Je suis restée 10 ans à Vitry et j'étais en sport-études et là, l'autre chance que j'ai eue, c'est que j'ai évolué sur Paris, enfin en région parisienne et que du coup, on avait accès à une école à horaires aménagés. Donc dès le CE2, je suis partie à Paris, à l'école des enfants du spectacle, pour effectuer ma scolarité. Donc j'allais à l'école le matin et je m'entraînais l'après-midi. Et puis au collège, j'étais toujours dans le même établissement, mais ça s'appelait le collège Rognoni et là je patinais le matin, donc de 7h30 à 11h et après j'allais à l'école, l'après-midi de midi jusqu'à 5h20. Punaise. Et après le lycée? Le lycée, j'étais au lycée Georges Brassens dans Paris, donc j'ai fait de la seconde à la première là-bas. Et puis après, comme j'avais commencé à être en senior avec, les championnats d'Europe, championnats du monde et tous les déplacements, ça devenait vraiment, vraiment compliqué. Ouais. Donc du coup, on a opté pour le CNED, pour la terminale et après, pour mes études supérieures, c'était tout au CNED, enfin tout par correspondance et j'étais affiliée à l'université de Montpellier 1, donc qui est devenue, MoMA, Montpellier Management. Et j'avoue que c'était compliqué les années, université. Parce que c'est un autre rythme à trouver, faut s'autoréguler, surtout si on est à distance. On n'a pas enfin, c'est pas comme, au lycée ou au collège où j'avais la possibilité d'être en classe, d'écouter, d'acquérir des informations et puis ensuite de les appliquer. Là, il fallait que je sois mon propre prof limite, parce que du coup, tous les cours étaient sur la plateforme et qu'ensuite je comprenne ce qui a été dit, que je fasse des recherches si jamais je comprends pas, que je fasse les exercices, puis que je rende les devoirs à temps, que je m'organise dans mon calendrier, tout en faisant des compétitions internationales, en voyageant aux 4 coins du monde et en m'entraînant aux États-Unis, donc il y a un décalage horaire, donc il faut prendre ça en compte. Enfin bref, c'était, toute une logistique qui m'a pris pas mal de temps à comprendre, mais éventuellement, avec un peu de volonté, on s'en sort, hein. J'aime bien poser la question, tu vois, sur le parcours scolaire pour les gens qui font du sport de haut niveau parce que, bah, en fait, tu as tellement une vie qui est différente du coup d'ados, tu vois, de jeunes adultes, qui sont pas dans du haut niveau. Oui, Heu, enfin, encore une fois, je te disais, moi, je l'ai fait c'était très bref, hein, ça a duré, en gros, c'était mon lycée seulement où j'étais vraiment à haut niveau, mais où j'avais fait le choix de pas être en sport-études ouais. et c'est tellement une expérience qui m'a forgé que je suis toujours curieux de savoir un peu, voilà, finalement, qu'est-ce que les gens que je reçois sur le podcast en retirent. Donc, bah, du coup, je te pose la question, même si t'es pas vraiment, enfin, t'es pas du tout sorti, toi, du haut niveau, Mmh. tu es encore bien dedans, bien ancré, mais tu dirais que cette première phase de ta vie, jusqu'en gros tes 18 ans, le fait d'avoir le sport qui prend une place aussi importante, comment est-ce que ça t'a construite? Ça m'a énormément construit, ça m'a apporté, beaucoup, notamment en termes de discipline, de résilience, de capacité finalement à me gérer, à, mmh, à repousser aussi un peu mes limites parce que, là j'ai dit, oui le matin je m'entraînais, l'après-midi, j'allais à l'école, mais après des fois j'avais des activités aussi, extra, scolaires. Donc je faisais de la danse classique, du violon, du solfège, de l'orchestre.
la GRS. Donc mes semaines vraiment elles étaient pas mal remplies jusqu'à une certaine période où après on a fait un choix sur, les activités que j'ai continuées. Mais ça t'apprend à être discipliné, ça t'apprend à gérer, le stress, ça t'apprend à gérer la douleur dans le sens où, bah, des fois tu vas être peut-être, fatigué. Là, ouais, ça t'apprend à gérer un peu tes émotions aussi. Cette phase, voilà, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'énergie positive, je précise que je on ne se voit pas, pour pouvoir être un peu dans les mêmes conditions que les gens qui vont nous écouter, mais j'ai l'impression que tu parles de toute cette expérience avec un sourire aux lèvres. Oui. Pour autant pour autant, j'imagine qu'il y a eu des phases, voilà, d'ajustement ou de challenge, compliqués. Heu, Si tu devais en sélectionner quelques-unes, ça a été quoi celles qui ont été peut-être les plus, formatrices du coup pour la suite de ta carrière et même de ta vie, de femme? Bien, en fait, tout ce début de carrière dont j'ai parlé jusqu'aux Jeux de 2014, honnêtement, c'était pas si compliqué. Dans le sens où, je fais partie des chanceux ou chanceuses, si on peut dire, qui ont une carrière assez une croissance assez, linéaire et j'avais pas forcément de problème à gagner ou à être championne de France ou à évoluer dans des catégories. Si je me mettais un objectif en tête, top 5 aux Europes, ben je l'atteignais, top 10 au monde, top 10 aux jeux olympiques. J'étais dans cette phase où, je me mets un objectif, c'est un jeu, faut que j'arrive à atteindre mon objectif, j'ai pas de pression et j'y vais. Par la suite, ça a été beaucoup plus compliqué et c'est pour moi les années qui ont été les plus formatrices. Dans le sens où, j'ai commencé à comprendre ce que c'était que l'adversité réellement. Parce que jusque-là, c'est pas que j'avais pas réellement d'adversaire, mais j'avais toujours cet avantage concurrentiel qui était ma technique, qui me permettait de me dire: «Bon, moi j'ai juste à faire ce que je sais faire propre et normalement ça devrait être bon». Donc je m'entraînais pour ça. Et puis quand j'ai vu que, finalement à un certain niveau, les gens commencent à te rattraper, donc techniquement vous êtes au même niveau. Qu'est-ce qui te différencie et qu'est-ce qui va faire que c'est toi qui vas gagner aujourd'hui? Et ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre, qu'il fallait cultiver son avantage concurrentiel et je suis une personne qui travaille d'arrache-pied, mais quelque part je me suis aussi reposée sur mes acquis. Parce que je me suis dit: «Bah, j'ai la technique donc ça va». Mais quand ta technique, elle commence à plus forcément aller et que physiquement, tu commences à avoir des petits soucis que tu n'avais pas avant et que ça commence à devenir un peu plus dur et challengeant, bah, c'est là où réellement tu te remets en question finalement et puis, tu commences à voir, le prisme de la compétition d'un œil différent et puis également quand, enfin c'est pas le plus compliqué de devenir leader ou le premier. Par contre, conserver son titre, conserver sa place et continuer de contribuer à tirer vers le haut, la catégorie, ça, c'est un vrai challenge et un vrai enjeu. Donc pareil, comment être, un bon leader? Comment gérer la pression d'être, le leader ou la leader, de l'équipe finalement? Comment répondre aux attentes, de toutes les personnes qui nous entourent? Comment, arriver à se protéger des attentes et de la pression de toutes les personnes et des institutions qui nous entourent? Hem, Savoir, faire des choix qui nous conviennent et non pas faire des choix parce qu'on sait que c'est ce qui va plaire à tout le monde. Donc des fois, ça va être Mmh. conventionnel, des fois, ça va pas être ce que tout le monde attend de toi, et c'est difficile d'avoir sa voix quand on est, un people pleaser, quand on aime bien faire plaisir aux gens, quand on n'aime pas, le conflit, quand on est une personne qui suit à la lettre ce qu'on lui dit. C'est compliqué de trouver sa voix et de fermement l'exprimer parce que des fois, on va essayer et puis quand on va avoir quelques avis autour, on va se dire: «Bon, bah, finalement, non, tu as raison, je vais suivre comme toi tu dis». Donc arriver à trouver sa voie. Hem, Qu'est-ce que j'ai appris encore? Hem, Savoir s'arrêter aussi, savoir se reposer quand, le corps commence à lâcher. Enfin, faut pas attendre que le corps commence à lâcher, mais apprendre à connaître mon corps pour, lui donner, les ressources nécessaires pour, repartir de plus belle, pour éviter des grosses blessures et éviter du coup de perdre du temps.
parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter au bon moment. Hem et puis j'ai appris à devenir, à me détacher de ce sport. Dans le sens où, j'ai grandi en me voyant au travers du prisme des médailles, des résultats et psychologiquement, ça en j'en ai pris un coup quand il y avait plus de résultats, quand je n'avais plus forcément les médailles, ou que je peinais à avoir des choses qu'avant je faisais très facilement. Hem Et ma valeur en tant que personne en a pris un grand coup parce que du coup, on s'identifie à toutes ces médailles, à tous ces résultats et c'est aussi, ce qu'on nous fait ressentir un peu de l'extérieur, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Donc comment je me développe en tant que personne? Qui suis-je en tant que personne aussi? Parce qu'en tant qu'athlète, bah, nous, notre vie, c'est être athlète, mais on oublie qu'on est aussi des et avant tout des êtres humains. Donc Mmh. qui suis-je en tant que femme? Quelles sont mes valeurs? Pourquoi je me bats dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que je veux défendre? Voilà, donc j'ai appris tout ça, de 2014, de après 2014 jusqu'à aujourd'hui. Tu une anecdote peut-être à partager sur ce que tu évoquais, le fait d'exprimer son opinion, en tout cas de faire ses propres choix, même quand ils peuvent paraître, non conventionnels dans l'univers dans lequel tu te trouves ou qui correspondent pas à ce que les gens que tu apprécies, voulaient que tu fasses ou te recommandaient de faire? J'en ai plusieurs, je pense. Celui qui me vient en tête, hem, bah, ça va être un truc tout bête, mais ça va être lié au poids. Le patinage, on sait que c'est, un sport où on est jugé. Donc forcément, la composante physique, apparence physique, elle joue un rôle, qu'on le veuille ou non. Et à partir de 15 16 ans, on a commencé à me dire, à me répéter un peu trop souvent: «Faut que tu perdes du poids, faut que tu perdes 5 kilos, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça». Donc on me le dit une fois, 2 fois, OK, OK. Et au bout d'un moment, je leur dis: «Écoutez, je pense que vous me l'avez assez répété, mais plus vous me le répétez, plus je vais grossir parce que plus vous me stressez. Donc j'ai entendu ce que vous avez dit, donnez-moi le temps de le faire et je perdrai le poids comme il se doit, mais de manière progressive et pas juste en une semaine, juste pour vous faire plaisir». Et ils m'ont fait confiance et ça s'est bien passé. Mais là, j'ai dû imposer ma façon de faire, ma façon de voir les choses et mon approche pour qu'on respecte, bah, mon intégrité déjà et puis surtout pour que, bah, on puisse voir des résultats, sur le long terme. Donc dans ce sens-là, j'ai dû m'imposer. Sinon, ça va être dans les choix musicaux. Il y a des musiques que j'ai pu prendre, par exemple, qui ne plaisaient pas forcément, des tuniques que j'ai pu faire qui ne plaisaient pas forcément, que ce soit au coach ou même peut-être à mes parents, tu vois? Ils vont me dire: «Ah, tu sais, c'est pas ça, ce serait mieux» ou «Ça serait mieux de travailler avec telle ou telle personne» et j'ai dit: «Bah, en fait, oui mais non. Là, j'ai envie de le faire pour moi, pas pour vous, pas pour, ce que les gens vont dire. Moi, ça me plaît et j'ai besoin de faire quelque chose qui me plaît là, tout de suite, maintenant. Donc même si vous, vous aimez pas, moi j'aime, donc je vais le faire». Donc j'étais un peu en mode, sassy comme on dit, tu vois? J'étais en mode, «I don't care what you think, I'm gonna do it anyways». Un peu ma phase, rebelle, si je puis dire. Hem, mais ouais, des petits moments comme ça. C'était pas des grands, grands trucs, mais des petits moments, ouais, des petits moments comme ça. Tu évoquais, aussi un peu plus tôt le moment où ton corps commence à t'envoyer des signaux, sur la fatigue physique, de l'usure. Oui. C'est quoi les contraintes si on reste vraiment sur du physiologique, dans du patinage artistique? C'est vraiment musculaire, c'est les articulations, c'est un ensemble de tout ça? Alors c'est surtout les articulations, parce qu'on doit être, à la fois tonique, explosive, prendre beaucoup de chocs et faire beaucoup de répétitions tous les jours. On doit se tordre dans tous les sens, étirer la jambe au-dessus de la tête, faire des Y, des Billman et tout ça et moi à partir de bah, après les Jeux de 2014, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou et là où ça a été toxique, c'est que, la seule raison qu'on m'a donnée, c'est, «Tu es trop grosse, donc c'est pour ça que tu as mal au genou». Donc moi, ma seule obsession, c'était de perdre du poids, mais pas forcément de faire les soins kinés nécessaires pour me soigner. Hem, donc ouais, c'est compliqué d'écouter son corps quand on est entouré
où on est dans un environnement où on va te mettre la pression sur un point où on sait que c'est ton point faible un petit peu et aussi quand tu vas avoir certaines pensées limitantes en te disant que, bah, si j'arrête, je vais plus avoir d'aide et si j'ai plus d'aide, bah, je pourrai plus continuer de patiner, mais moi je veux continuer de patiner. Donc on prend sur nous, des fois, à notre, c'est à notre détriment, au détriment de notre santé. Hem, ouais, dans le patinage, je dirais, ouais, les plus grandes causes, de blessures, ça va être la répétition. Si des fois on fait une chute qui est assez mauvaise, on peut penser à, une fracture de fatigue ou des trucs comme ça. Hem, Occasionnellement, on peut se faire une rupture du tendon d'Achille. Hem, Tu mais parles ouais, en connaissance de cause? exactement. Mais ouais, les blessures les plus fréquentes, ça va être, des inflammations chroniques, des tendinopathies et des élongations parce que, bah, voilà, si on s'est mal échauffé, ou si on s'est mal échauffé, ça peut arriver et puis, de l'arthrose aussi. Parce qu'avec les chocs et les répétitions, au bout d'un moment, le corps, il dit, «Mmh». Mmh. D'où la maturité assez, jeune dans la discipline? Exactement, Ouais, exactement. OK. Cette notion de poids dans le sport de haut niveau, c'est vraiment une plaie, hein. Enfin, quand je t'entends, tu étais pas là du tout la première à évoquer cette difficulté. Moi, je sais que j'en parle souvent aussi parce que ça a été un peu enfin, trauma, c'est peut-être un mot un peu fort, mais vous êtes pesé ou c'est simplement pour l'aspect visuel? Enfin, simplement, ou c'est pour l'aspect visuel qu'il y a un sujet de poids? Alors, normalement, c'est pour l'aspect visuel parce que techniquement, nous, il y a pas besoin de Il y a peser, pas c'est de comme la ouais. boxe. Par contre, je me rappelle que, quand j'ai intégré le pôle France, on nous faisait des pesées surprises et moi, ça m'a traumatisée personnellement. Mais non! Si, si. Donc on pouvait arriver comme ça et puis on voyait la porte ouverte avec la balance, donc on savait ce que ça voulait dire. Heu, ouais, pas top. Pas top pour le Waouh! développement, pour, la confiance en soi. Surtout Ouais. en fait non, ce qui est pas top, c'est surtout les remarques qu'on pouvait se prendre après ou, des fois, c'était même pas forcément des remarques, juste des regards, tu vois? Et ils avaient pas besoin de parler. C'est ça le pire, en fait. Ils avaient pas forcément besoin de parler. C'est juste qu'on savait qu'on allait se faire scanner de haut en bas, de gauche à droite et que si tu avais le malheur de tomber à l'entraînement, on allait te dire: «Ouais, bah, ça, c'est parce que tu as pris des joues». Enfin, des joues en parlant de tes fesses, quoi, qui ont un peu gonflé. «Tu trop mangé, machin, bidule chouette, faut que tu perdes 5 kilos». Hem, mais pour moi, en fait, c'est une question d'ignorance. Parce que s'il y avait beaucoup plus de connaissances sur, la morphologie, le morphotype, certaines maladies chroniques qui peuvent arriver, une meilleure gestion de la transition de l'état de fille, enfin du corps de fille au corps de femme, Mmh. la prise en compte de faits scientifiques, donc prise de sang, taux d'hormones et ci et ça. S'il y avait un réel suivi qui était fait, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens traumatisés, en fait. Si on avait une réelle connaissance de la nutrition, peut-être des allergies qu'on a, parce que des fois on peut peut-être bien manger et pas forcément voir les résultats, mais c'est juste parce que tu es allergique en fait. Si ça crée des inflammations, forcément ton corps il va Mmh. peut-être mal réagir. C'est même pas juste que la personne elle mange mal, tu vois? Ou des fois c'est parce que la personne elle se nourrit pas assez, alors que enfin du coup quand on lui dit: «Tu perds pas assez de poids», donc elle va encore moins se nourrir et en fait c'est un cercle vertueux, enfin vicieux qui va jamais s'arrêter. Et pour moi, s'il y avait plus de connaissances, de un, et si de 2 aussi, le corps enseignant, avait ses propres traumatismes qui étaient soignés, je pense qu'on aurait un moyen de casser un peu les cercles vicieux qu'on voit, se répéter. Parce que du coup, eux-mêmes ont été victimes des mêmes pratiques qu'ils mettent en place, Ouais, ouais. la plupart du temps. Et je me dis: «Bah, si toi, tu as été traumatisé, ce qui serait cool, c'est que toi-même, tu te soignes et que tu comprennes d'où toi, ton traumatisme vient, et que tu essayes peut-être de mettre en place quelque chose de plus sain, où tu comprends mieux tes athlètes, pour qu'éventuellement vous puissiez évoluer ensemble. Parce que si moi j'évolue et que je gagne, bah, c'est aussi le corps enseignant qui gagne, donc on est gagnant-gagnant. Mmh. Alors que si, on rentre dans un cercle, assez toxique où on a du mal à gérer cette, composante qui est quand même très importante, hein, parce qu'il y a des chocs tous les jours donc oui, vraiment le poids, c'est une composante importante, mais ça devrait être juste une composante, genre technique. C'est comme, dans la Formule 1, tu vois?
Ouais. Tu dois régler chaque petit détail, donc ça, c'est un détail parmi tant d'autres, mais ça devrait pas être une fixette. Or, aujourd'hui, pour l'instant, c'est encore trop une fixette. Ouais. Puis à t'entendre, j'ai l'impression que l'approche, c'est plus du shaming que de l'accompagnement où, bah, on va t'aider à mettre en place un truc pour perdre du poids. C'est non, tiens, allez, peser surprise, tu C'est pris ça, des joues, c'est ça. ouais, il y avait un peu de ça aussi, Ouais, en ça judo. a été ça, en tout cas, Ouais. et j'ai réussi à constituer une équipe aujourd'hui, c'est pas du tout ça, donc OK. heureusement. Mais j'ai quand même vécu ça comme, je pense, beaucoup trop d'athlètes. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, hein. Franchement, quand tu regardes j'ai l'impression que le sujet alors je sais pas si c'est parce que depuis que j'ai le podcast, je fais plus attention à ça, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de gens dans des disciplines, même très variées qui s'expriment sur le sujet. Mmh, Tu vois des triathlètes, des ultra trailers, sur, les prises de poids yo-yo, la perte de poids et cetera, enfin toute cette relation à la nourriture qui est parfois un peu, malsaine. c'est ça. Donc, et puis surtout, enfin, je suis pas, un expert sur le sujet et puis, je suis pas concerné, mais, dans le patinage artistique, enfin, pour les femmes, vous avez enfin, j'imagine que les cycles ont un impact aussi sur, ton Sûr. poids, tu vois, tes tissus, enfin, tout ce qui est tissu adipeux et cetera, tout ça est vachement impacté, non, physiologiquement par les cycles. Donc c'est un peu une évidence que, tu vas avoir des variations de poids, en fait. Bah, en fait, oui, mais le seul problème, c'est que, j'ai l'impression que dans les mondes un peu artistiques comme ça, patinage, GRS, gym, hem, les gens ont peur des règles. Parce que là encore, il y a une grande méconnaissance de comment ça fonctionne et cetera. Oui, forcément, quand tu vois tes règles, tu passes d'un corps de fille à un corps de femme, et le problème dans nos sports, c'est qu'on commence, on est des filles, Ouais. et donc les gens, ils s'habituent à voir des personnes, longilignes, sans forme, sans rien. Et puis quand tu reviens en tant que femme, bah, ils se disent: «Mais qui est là? Qu'est-ce qui s'est passé?» Il suffit que tu aies eu, ouais, bah, tu as ton corps de femme qui s'est formé, le temps que tu comprennes ta morphologie, que tu t'ajustes aussi, à ces changements parce qu'on est toutes différentes. Forcément, il y aura une phase d'adaptation, mais si, là encore, il y avait les connaissances nécessaires, je pense que ça serait beaucoup mieux géré et par les athlètes et par leur cadre enseignant. Après ça vient aussi du fait que les gens, s'ils pouvaient être un peu plus cléments, ça aiderait énormément, mais ça bon, heu, j'ai espoir, hein, mais on verra ça, on verra ça. Mais par exemple, moi, je sais que je prends 2 kilogrammes facile, la semaine avant mes règles, et c'est pas quelque chose que je peux faire, Ah enfin ouais! c'est de l'eau. Je peux pas contrôler ça. Mais du coup, je sais que ça se voit. Donc il suffit que j'ai une compétition qui soit la semaine d'avant ou la semaine de mes règles, beh, je vais avoir l'air beaucoup plus grosse alors que, bah, non, mais c'est juste que, bah, je peux pas contrôler ça, tu vois? Enfin, Et ouais, ouais. c'est mon corps qui est naturellement comme ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est comprendre comment mon corps est et comment il agit dans ces phases-là, pour adapter mes entraînements, mais aussi pour savoir, bah, les choses que moi je peux mettre en place en amont. Si jamais je vois que, beh, il y a une compétition dans cette période-là, OK, bah, je saurais que, par exemple, hors glace et sur glace, il faut que je fasse ça et ça et ça pour être sûr que, le rendu final soit le rendu escompté, pour qu'en termes de poids, bah, ça ne change pas par rapport à mon poids de forme. Donc c'est de l'anticipation, c'est de la préparation, c'est de la connaissance de soi. C'est un travail, bah, de recherche assez détaillé, mais en vrai, c'est pas impossible, quoi. Mmh. Parce que alors si je me trompe pas, je suis sur ta page, wiki, tu pas un grand gabarit, enfin, 1,68 m, donc j'imagine que 2 kilogrammes, est-ce tu le sens toi à ton niveau, sur tu vois, l'explosivité, la tonicité, les figures que tu réalises, c'est vraiment un paramètre qui, au-delà de l'aspect, physiologiquement enfin visuel, tu vois, qui se voit, est-ce que, tu dois ajuster aussi la manière dont tu réalises, tes figures? Oui, totalement. Après pour le patinage, moi je fais partie des personnes assez grandes, même si OK. je sais que, bah, dans le commun, enfin, pour la vie de tous les jours, non, je suis pas assez grande. Mais 2 kilogrammes, ça fait toute une différence. Enfin même, enfin, j'ai même pas besoin de dire 2 kilogrammes, hein, 500 grammes, Ah ouais! ça fait une différence dans le sens où quand tu arrives à la fin du programme, tu dois réaliser des sauts, sauf que si tu as 500 grammes en plus, bah, la fatigue déjà elle va pas être la même, ton explosivité ne va pas être la même, et puis, bah, 500 grammes ou 1 kilogramme, ça peut être, au lieu de faire un saut propre en arrière, bah, tu vas avoir des sauts qui vont pas être complètement, enfin la rotation elle va pas être complètement finie, donc du coup tu vas avoir cette petite virgule sur la glace, et ça enlève des points par exemple, du coup, parce que ton saut il est pas complet.
Tu vas peut-être être enfin moi en tout cas, je sais que je suis plus lente dans mes pas, dans, la façon dont j'avance, la façon dont je glisse sur la glace. C'est des détails, tu vois? Mais je sais que si j'ai ça en moins, bah, forcément je suis plus vive, plus réactive, j'ai moins de difficultés à finir le programme. Donc oui, ça fait une différence et Ouais. ça, il faut en être conscient aussi. Ça fait une différence. Alors tu viens d'évoquer le système des points, alors là, je ne sais pas à quel point c'est technique si tu nous expliques en détail comment ça se passe, mais en gros, co les compétitions, c'est-à-dire d'un point de vue technique, enfin la partie art, du patinage artistique, comment est-ce que tu le prépares? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce qu'on vous dit, ça doit être telle durée, tel tempo? C'est une question super naïve, hein, mais comment tout ça se prépare en amont? Et lors de l'exécution, le calcul des points, il se fait comment? Par qui? Et sur la base de quoi? Alors, déjà en patinage Asseyez-vous, prenez vos cahiers. asseyez-vous, prenez vos cahiers. Je vais simplifier le patinage pour vous. Donc en gros, dans le patinage artistique, il y a 4 disciplines. Il y a les hommes individuels, hommes et femmes. Il y a la danse sur glace, donc c'est l'équivalent de la danse de salon, mais sur la glace. Et le couple, c'est, les filles et garçons qui patinent ensemble et c'est ceux qui font notamment des sauts lancés et cetera. Donc pour faire simple, je vais juste prendre l'exemple de la catégorie femmes. Donc quand on va en compétition, on doit réaliser 2 programmes, le programme court et le programme long. Le programme court fait 2 minutes 50 et le programme long fait 4 minutes, avec plus ou moins 10 secondes. Et dans ces programmes-là, on a des éléments qui sont imposés. Donc, par exemple, dans le programme court, on doit faire 3 pirouettes, 3 sauts, et une suite de pas. Donc, c'est un enchaînement de pas, de glisse, de patinage. Et parmi les sauts, on a des sauts spécifiques à faire. Donc par exemple, tu dois faire un double axel ou un triple axel, tu dois faire, un saut en combinaison et tu dois faire un saut tout seul. Et pour les pirouettes, tu dois faire, une pirouette, combinée. Donc ça veut dire que tu fais un enchaînement de plusieurs positions. Tu dois faire une pirouette, solo, donc ça peut être, une pirouette cambrée. En général, vous nous voyez la tête, en arrière et une pirouette où l'entrée de la pirouette doit être sautée. Donc on peut faire une sautée assise ou une sautée allongée. Et après, chaque élément, pour chaque élément, il y a un nombre de points, donc ça s'appelle la base value, la valeur de base. Et après, quand on est en compétition, il y a un panel technique, donc tu as les juges qui sont là, et puis tu as le contrôleur technique. Le contrôleur technique, son rôle, c'est de contrôler que techniquement tes éléments ils sont valides, et de contrôler les niveaux de tes éléments. Donc, les éléments qui peuvent avoir des niveaux, c'est les pirouettes. Donc, ça va du niveau 1 au niveau 4. La suite de pas, pareil, niveau 1 à niveau 4. Et après, les sauts, il n'y a pas de niveau, mais par contre, c'est par rapport au nombre de rotations. Donc, tu as les simples, les doubles, les triples et les quadruples. Et après, tu as la valeur de base et les juges, leur rôle, c'est de mettre des points positifs ou des points négatifs en fonction de l'exécution de ton saut. Donc si tu l'as bien exécuté et que, par exemple, tu as fait, une très belle entrée, une très belle sortie, bah, là, tu auras des chances, d'avoir peut-être +5. C'est la valeur maximale que les juges peuvent allouer à un élément fait ou -5, là, c'est en cas de chute ou, de vraiment ton élément, tu l'as fait, mais il y a eu quelques accrochages. Donc D'accord. après, pour calculer les points totaux, ils vont prendre la valeur de base Qui est plus, de combien d'ailleurs? Pardon, mais ça dépend des sauts, ça dépend des d'accord. éléments. Et chaque élément a sa valeur de base, précise. C'est pas tout la même chose. Donc, mettons, il y a un saut qui va faire, 4 points et puis les juges ont décidé de te mettre, +2. Donc, ils font un ratio de tous les points positifs ou négatifs que les juges ont mis et puis ils vont ajouter ça à la valeur de base. Donc, au final, on va dire que tu as eu 5,20 pour cet élément. Ils font l'addition de tous les éléments techniques et le total, ça va être, ta note technique. Sachant que pour chaque programme, on a une note technique et une note artistique. Et dans la note artistique, là, ils vont juger ta qualité de patinage, ton expression, ta fluidité de patinage, la façon dont tu couvres tout l'espace sur la glace. Hem, ouais, je crois que c'est ça. Enfin, il y a 3 éléments qui prennent en compte et ça va te donner une note, artistique et elle est sur 10 maximum. Et en fonction de ton niveau, du groupe dans lequel tu passes et cetera, ça peut fluctuer. Donc ils font la moyenne de ce que tous les juges ont mis
et ça te donne la note artistique. Et après, tu fais le total de la note technique plus le total de la note artistique. Donc, ça te fait le total pour le programme court, par exemple. Rebelote, on fait la même chose pour le programme long. Donc, ça va donner un classement pour le programme court, un classement pour le programme long. Et après, ils prennent le combiné des deux épreuves. Et ça, c'est ce qui va te donner le classement final. D'accord. Très compliqué. J'ai essayé de simplifier au maximum, mais j'espère Non, que mais c'est c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est super clair. Du coup, toi en épreuve, est-ce que enfin, tu es dans quel mindset? Est-ce que tu réfléchis potentiellement au nombre de points que tu viens de récupérer à l'exécution d'un élément ou tu regardes le score qu'à la fin? Honnêtement, quand je fais un programme, je compartimente. C'est-à-dire que je m'occupe pas du tout des points. Je suis plus dans l'objectif, je m'occupe de mes transitions, je veux vivre mon programme. Que le saut ou l'élément soit réussi ou raté, j'ai une de mes anciennes coachs qui me disait toujours: «Tu fermes le tiroir et tu passes à la suite. Mmh. Tu t'occuperas plus tard des points, de machin, de bidule, de chouette». Le seul truc auquel je peux penser, c'est par exemple si je devais faire une combinaison de sauts sur un saut et qu'il arrivait que j'ai raté ce saut, il faut que j'ai la présence d'esprit de me dire: «Ah OK, il faudrait que je replace cette combinaison sur un autre saut». Parce que du coup, c'est des points que je laisse à la concurrence gratuitement. C'est D'accord. la seule chose à laquelle je pense. Sinon, hem, si commence à penser aux points ou à ce que j'ai raté ou réussi, il y a de fortes chances que ça déraille et que du coup, pour le coup, je fasse, une catastrophe. Le jury, tu les vois quand tu es sur la classe? Ah oui, oui, ils sont en face de nous, hein. OK, OK, OK. Je veux dire, tu vois leur visage, tu peux potentiellement lire leur body language quand tu passes devant eux, quoi. Bah, après, on n'a pas trop le temps. Ouais. Enfin, après, je sais pas pour les autres, hein, mais moi, personnellement, j'ai pas trop le temps. Mais tu peux les voir, enfin, il y en a même qui s'amusent à commencer, proche de la barrière, enfin, le eye contact avec les juges, donc oui, accessoirement, on peut lire, et voir leur body language. D'accord. Super intéressant. Bon et sur la partie, artistique, alors ça je te cache pas que c'est je te le disais en intro, hein, j'ai assez peu d'invités qui évoluent dans des disciplines où il y a une forte dimension artistique. Oui. Et puis c'est pas enfin j'ai fait un art martial, mais bon la dimension artistique elle est quand même assez, c'est pas forcément ce qu'on met le plus en avant. Oui. Mais, comment, je réfléchis à la question d'intro sur ce sujet, mais peut-être globalement, comment est-ce que toi, tu l'approches cette phase artistique? C'est-à-dire quand tu sais que tu vas prendre, tu vois, tu te prépares pour une échéance en particulier, alors que ce soit les championnats de France, d'Europe, les JO, peu importe, mais est-ce que tu as un travail de réflexion sur ce que tu as envie de faire passer comme émotion? Ou alors est-ce qu'il y a, je sais pas, tu vois, un peu comme la couleur de l'année, il y a le tempo de l'année en patinage artistique, où globalement, c'est tu vois, toutes les filles font des choses un peu, je sais pas, super dynamiques, ou au contraire, Mmh. beaucoup moins. Enfin, comment tu l'abordes cette phase artistique? Alors pour, le thème imposé, ça c'est plus en danse sur glace ou pour, la danse rythmique, ils ont, un thème pour l'année. Donc chaque D'accord, année ça va changer, une année ça peut être latin, l'autre année ça va être, jive, blues, enfin, eux ils ont vraiment des thèmes spécifiques à suivre, donc eux ils ont plus, c'est plus régulé. Tandis que toutes les autres catégories, on choisit réellement ce qu'on veut faire. C'est pas, imposé, que ce soit sur le programme court ou le programme long. Donc personnellement, la façon dont moi j'aime bien l'approcher, c'est que déjà j'aime bien avoir des thèmes, savoir ce sur quoi je veux patiner, quel message je veux transmettre, si message il y a à transmettre, quelle histoire je veux raconter. Et puis ensuite, c'est un réel travail de recherche avec les chorégraphes, la personne qui fait mes costumes. Déjà, ça commence par la dimension artistique, c'est tellement de choses, mais c'est des détails aussi pour nous. Ça va être, de la couleur, dans laquelle tu vas peindre tes ongles pour que ça aille avec, ton programme court et ton programme long, de la coiffure que tu vas arborer, du maquillage que tu vas faire. Est-ce que ça va être dramatique? Est-ce que ça va être subtil? Est-ce que ça va être, fantaisiste? Des couleurs et des matières que tu vas utiliser pour créer ta tenue. Qu'est-ce que ta tenue va dire par rapport au programme que tu veux faire? Le monteur musical, comment on va monter la musique? Qu'est-ce qu'on veut comme ressenti? Comment on va amener les gens dans cet univers? Puis après la chorégraphie. Donc on commence à travailler ça en général au mois de avril-mai et puis tout au long de l'année, moi c'est pour ça aussi que je suis partie m'entraîner aux États-Unis. J'ai trouvé une équipe où vraiment il y a un gros accent sur ce travail artistique, c'est-à-dire que, bah, tous les jours,
en fait, on fait les mêmes programmes. On change pas, sauf s'il y a vraiment eu un problème avec, le programme ou qu'il a vraiment pas plu. Mais en général, on garde le programme au moins pour une saison, si ce n'est plus. Et après au quotidien, c'est travailler sur, les détails, peaufiner, au regard près, au mouvement de tête près, à l'ondulation du haut du corps près. Après ça, c'est propre à chacun, tu vois? Mais, moi j'aime bien l'aborder dans cette, dimension créative globale. C'est pas juste une musique et un programme. Pour moi, c'est beaucoup plus. C'est quelle histoire je peux raconter, ou quel message je peux transférer au travers de ce programme. C'est quoi du coup le programme d'un point de vue artistique, dont tu es le plus fier et justement quel était le message que tu voulais, faire passer? Il y en a 2. Celui que j'ai fait, en 2019, c'était mon programme court, c'était samba, une salsa samba et en fait, ce programme, je l'ai adoré et les gens l'ont adoré aussi parce que c'était moi. C'était la fête sur glace, c'était de la danse. En fait, je voulais faire une salsa une samba, pardon, qui bougeait énormément, mais qui ressemblait à la danse de salon. Je voulais pas faire de la samba sur glace, je voulais faire de la samba danse de salon et pari réussi. Les gens ont vraiment pris et ont adoré le programme et le deuxième programme avec, un message beaucoup plus fort, que j'ai pu faire, le programme court que j'ai eu cette année et l'année dernière, c'est sur Michael Jackson et c'est sur le titre, They Don't Really Care About Us et pour le coup, là, il y a vraiment eu un travail, artistique avec, chorégraphe, monteur musical, on est vraiment allé all in, et sur ce programme, on entend, au tout début de mon programme, hem, une personne qui présente le journal et qui parle de la mort de George Floyd. Parce que pour moi, c'est un événement qui a été, comme beaucoup de gens dans le monde, très marquant. Mais particulièrement, parce que je suis une personne noire qui vit aux États-Unis, et je voulais parler de ce sujet. Je voulais parler de ce moment qui a pour moi été, une prise de conscience réelle, dans le sens où, je peux être un exemple, je peux, mettre en avant des causes qui me tiennent à cœur en utilisant mon art. Donc, je savais pas forcément comment le dire lorsque ça s'est passé, mais j'ai toujours utilisé mon art. Danser, parler en musique, hem, parce que je trouve que c'est un moyen, hem, fort de transmettre des messages, de mettre, en lumière des cas des causes qui me tiennent à cœur, et en employant un moyen assez pacifiste finalement parce que Mmh. je n'utilise pas la violence, j'utilise pas, des mots qui pourraient être, utilisés à tort contre moi, mais j'utilise juste mon art pour transmettre un message, qui va au-delà de juste, un programme de compétition. Génial. Et les réactions du coup, sur ce programme, ça a été quoi? Ah, totalement positif. Les gens ont Trop bien. adoré et ils m'ont salué pour ce programme et ça fait plaisir, tu vois? Tu te dis que, au moins on peut utiliser cette plateforme que qui est le patinage, heu et le côté créatif du sport pour aller au-delà de juste, c'est un autre programme, que je vais vous présenter, quoi. Mmh. Super intéressant. Et tu que là, donc quand est-ce que tu es parti aux États-Unis? Parce que j'allais rebondir là-dessus, mais J'ai commencé à faire des allers-retours en 2015 et OK, puis, ouais, 2015, je faisais beaucoup d'allers-retours quand même, mais après, à partir de 2018, c'est là où je me suis vraiment, vraiment posée là-bas. OK. En Floride, hein, c'est ça? Exactement, OK, et donc c'est toujours la Floride aujourd'hui? c'est toujours la Floride. En fait, j'ai commencé 2015, c'était plus, Chicago. Après, j'ai fait des stages, à Los Angeles et puis ensuite, depuis 2018, c'est la Floride. OK. OK, et donc là, qu'est-ce qui a motivé le move? Donc tu disais qu'aujourd'hui tu as une équipe, qui a une approche, qui intègre vraiment la partie justement artistique, une équipe, de ce que j'ai compris qui a le niveau de bienveillance en tout cas que toi tu attendais, dans ta pratique du sport au niveau. Comment est-ce que tu l'as constituée cette équipe? Ça a été des rencontres au fil des compétitions, au fil des ans?
où ils ont là-bas des structures où tout le monde fonctionne comme ça finalement, et ça a été une opportunité d'intégrer un collectif beaucoup plus proche, enfin qui correspondait à tes attentes en tout cas. Bah, pour moi, ça a été plus de l'observation, des rencontres aussi, parce que ma meilleure amie, elle est également patineuse et j'ai vu la progression qu'elle a pu faire. Donc elle, c'est pareil, on a patiné ensemble au pôle France et puis éventuellement elle faisait du couple. Éventuellement, elle s'est délocalisée, aux États-Unis et j'ai vu la progression, notamment au niveau artistique et je me suis dit: «Oh waouh, bah, ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, pouvoir développer, également» et du coup, bah, tout bonnement, j'ai suivi où elle était. Je me suis dit: «Bah, j'aimerais bien comprendre l'univers dans lequel elle évolue et voir si moi ça me convient et si, ils peuvent m'apporter ce qui me manque pour vraiment atteindre cette sphère de haute performance où tu vas au-delà de juste, le côté athlétique, mais c'est genre, vraiment tu racontes une histoire, enfin tu emportes les gens dans un univers» et du coup, c'est ça un peu qui a, motivé mon changement, pour la Floride. Bon, j'ai de la chance, ils étaient en Floride, hein, donc il y a pire et ça il s'avère que ça a matché, qu'on partage des valeurs communes, parce qu'après 2018, c'était aussi, hem, une priorité pour moi de constituer une équipe qui me suivrait sur un cycle olympique, pas juste, pour quelques années et une équipe, avec qui je me sentirais à l'aise de discuter d'absolument tous les sujets et qui saurait me dire, bah, quand c'est bien et quand c'est pas forcément bien, mais de manière, bienveillante. Excellent. Parce que 2018, année charnière, c'est ça, dans ta carrière? Oui, bah, c'est là où j'ai participé à mes 2e JO et ça a été une grande bataille pour moi déjà, pour arriver à ces JO. Parce que j'étais pas du tout enfin, c'était pas moi qu'ils avaient en tête d'envoyer, comme représentante française. Mais il s'avère que, c'est pas moi qui ai ramené le quota non plus pour la France parce que la façon dont ça fonctionne, c'est que l'année d'avant nos JO, on a donc, les championnats du monde et c'est durant ces championnats du monde qu'on arrive à avoir le quota olympique. Donc c'était l'autre patineuse française qui l'a eu et après c'est la France qui décide qui ils envoient et ça, ils prennent les résultats sur les 2 saisons d'avant en général pour décider qui ils vont envoyer et bah, j'étais déterminée. J'ai dit: «C'est peut-être pas moi qui ai ramené le quota, mais je veux retourner, aux Jeux olympiques». Parce que ça faisait depuis, 2016 que je n'avais plus été sur, la scène mondiale. Donc ça a été un réel combat, physique et psychologique et puis après 2018, j'ai pris le temps de soigner ce genou droit qui me faisait, souffrir et puis j'ai réévalué ma carrière, ce que je voulais faire, où je voulais m'entraîner tout simplement et à partir de là, c'est, là où j'ai quand même pris le temps de commencer à évoluer pardon, non, évaluer, hem, mon environnement, les choses qui allaient pas forcément, les choses que je voulais, améliorer, la direction que je voulais prendre et puis, bah, c'est ça qui a enclenché les premiers changements, de ma carrière sportive. Et la blessure au tendon d'Achille, du coup, j'arrive plus à retrouver, c'était quand ça? Alors ça s'est passé le 24 mars 2021 Ah au oui, précis. championnat du monde ah oui, oui, je me souviens comme si c'était hier. Au championnat du monde de Stockholm, donc c'était en 2021 et c'était donc pour la qualification olympique de Pékin 2022. OK. Et tu peux nous raconter peut-être tu vois, les 30 secondes avant et ce qui s'est passé juste après la blessure? Tu faisais quoi? Tu ressenti quoi? Beh, les 30 secondes d'avant, moi, j'étais, prête pour aller chercher cette qualification olympique, hein, donc douleur ou pas douleur, moi, la question ne se posait pas. J'étais là pour remplir, mmh, j'avais I got one job. J'avais juste un objectif, aller chercher la qualification olympique. Donc je me place, les entraînements sont bien passés, je suis prête, il y a pas de raison. J'y vais, je fais le premier saut, ça va et puis je prends mon élan pour le deuxième saut, je pique et là, moi, la sensation que j'ai, c'est comme si mes lacets étaient sortis des crochets, et que du coup, mon patin n'avait plus la résistance nécessaire pour, que l'impulsion qu'on prend sur le piqué me serve à m'élever. Donc là, quand j'ai piqué, en fait, c'est comme si je m'affaissais sur, ma jambe gauche, donc j'ai pas pu prendre l'élévation nécessaire. J'ai fait une toupie sur moi-même et je suis tombée. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont dit: «C'est quand elle est tombée qu'elle s'est fait mal» et en fait, bah, c'est quand j'ai piqué que ça a lâché, mais ça m'a pas fait mal et dans ma tête à moi, c'était,
Quand j'ai piqué, je me suis dit: «Donc ça m'est pas arrivé de la semaine et il fallait que ça arrive au moment le plus important» et je me suis dit: «C'est pas grave, continue de te battre et le programme n'est pas fini, on va aller chercher tous les points possibles et imaginables. Cette qualification olympique, on va pas la lâcher» et je connais les règlements, quand même par cœur. Je me suis dit: «De toutes les façons, tu peux pas t'arrêter, donc ne t'arrête pas, continue parce que si tu t'arrêtes, tu as -5 points». -5 points sur un programme court, c'est énormissime, à moins que, voilà, tu fasses une prouesse technique. 5 mois, c'est énorme. Donc je me suis dit: «Bah, vas-y continue, dépêche-toi» et là je vais pour poser mon pied gauche et la sensation que j'ai, c'est, comme si je portais des talons, aiguilles et je me suis dit: «OK, là, il y a quelque chose qui cloche». Enfin, il y a tellement de pensées qui sont venues dans ma tête. Je me suis dit: «Mais en fait, si je m'arrête, ça veut dire qu'il y a plus de qualification olympique pour la France. Je peux pas m'arrêter. On m'a envoyé, j'ai une mission, il faut que je la finisse, mais en même temps, je ne peux pas continuer de patiner. Si je m'arrête, je vais avoir -5 points, c'est pas possible». Enfin, c'est plus l'athlète en moi qui parlait que la personne, enfin l'humain et une personne raisonnable qui se serait dit: «Bah, vas-y, je m'arrête». Donc je vais patiner vers le juge arbitre qui me demande, ce qui se passe. Donc je lui explique et il me demande si je veux, 1 minute ou 2 pour reprendre mes esprits et repartir. Je lui dis: «Bah monsieur, non, je peux pas patiner» et du coup, il me dit: «Est-ce que tu peux patiner vers la sortie?» parce que moi, du coup, j'aime pas déranger, donc je me suis dit: «Bah, si je peux pas patiner, autant que la patineuse d'après, elle puisse, directement entrer sur la glace», tu vois? Au lieu de retarder toute la compétition. Donc je lui ai dit: «Bah, je vais sortir» et je suis sortie et voilà comment ça s'est passé, pour cette belle rupture du tendon d'Achille. On m'a enlevé le patin, puis le docteur il a touché, il a dit: «Bon, bah, rupture complète, donc pas de jeux olympiques pour toi». Waouh. Comment tu l'as géré du coup cette blessure? Comment est-ce qu'on s'en relève et qu'on revient, au plus haut niveau? Puisque, bah, c'est ce que tu as réussi à faire avec brio. Bah, honnêtement, moi j'étais pas, plus, chamboulée que ça, hein, quand je l'ai eu. Ah ouais? En OK. fait, je me rendais pas compte de ce que c'était qu'une rupture de tendon d'Achille, hein. J'ai dit: «Mais moi je reviendrai, j'ai pas fini, donc je vois pas de quoi vous me parlez, je suis pas triste, hein». Ouais, J'ai dit: «Je déterminé. reviendrai». Ouais, j'ai dit: «Je reviendrai». Ouais. Hem, Tu sais j'ai que ça, blague à part, c'est un je sais il faudrait que je retrouve cette étude pour je la mettrai en description, si je remets les mains dessus, mais je crois que j'étais tombé il me semble que c'était une étude faite avec, Harvard ou Stanford, je sais plus, Ouais, sur l'impact psychologique, en fait, de la pensée positive oui. dans les phases de récupération des sportifs de haut niveau. Ah oui, Et en c'est fait, ils expliquaient que c'est monstrueux. C'est-à-dire que sur des phases de récup, je dis peut-être des bêtises, mais ce que j'ai en tête, c'est des mois d'écart, tu vois. C'est-à-dire que si la phase de récup post-opération, par exemple, on te dit, bon, bah là, tu en as pour 6 mois ou 8 mois de rééducation, mmh mh. bah, en fait, ils se rendent compte que les athlètes qui sont en mode pensée positive, il n'y a aucun doute, je remets mes patins, je reviens sur la glace, ils cut 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, sur cette période-là. Donc, 30, 40, voire 50% du temps de récup qu'on leur avait annoncé initialement. Donc, vraiment Totalement. monstrueux, quoi. Ouais, totalement, bah, je suis d'accord parce que normalement pour se remettre d'une rupture de tendon d'Achille, c'est 1 an. Moi, au bout de 6 mois, j'étais sur la glace. Et ben voilà. Mais après aussi, il y a des facteurs qui font pas vu qu'on est sportif de niveau, forcément notre corps, il a aussi Oui. la capacité à se régénérer plus vite. Mais il y a aussi le fait que j'étais déterminée. Donc j'ai dit, j'étais déterminée mais, intelligemment. Dans le sens où j'écoutais mon corps. Si je voyais que là, ce jour-là, mon corps ne pouvait pas, c'est plus la jeune insouciante Maë qui allait forcer parce qu'il faut faire, il faut montrer et prouver que. J'arrête. S'il faut que je prenne une semaine d'arrêt parce que ça a gonflé un peu, on arrête, il y a pas de souci, il y a pas le feu au lac, ça va bien se passer et ça s'est bien passé d'ailleurs. Et aussi je voulais pas que mon tendon se rebrise donc le docteur m'a dit: «Tant que tu as pas mal et que tu peux supporter, il y a pas de souci, mais par contre, tant que tu n'as pas passé la barre des 1 an, reste tranquille quand même sur, la façon dont tu l'utilises. Parce qu'on vous connaît, vous êtes un peu foufou, puis tu vas repartir, puis tu vas te dire: «C'est bon» et au final, ce sera pas bon. Bon, il s'est Mmh. avéré que c'était bon. Après, heu, remettre les pieds sur glace et retrouver le niveau, OK, il y a eu quand même un gap. Parce que j'avais perdu toute ma tonicité sur la jambe, gauche. Du coup, faire des choses de base comme une pirouette debout, c'était devenu, bah, compliqué et c'est là où tu te rends compte que: «Ah, en fait, on utilise ces muscles-là, mais maintenant je les ai plus». Donc il fallait quand même reconstruire tous les muscles et cetera et ça m'a pris bien 1 an pour me ressentir à l'aise. Après avoir OK. remis les pieds, dans les patins et mais cette phase, elle a été, on apprend l'humilité.
J'ai appris l'humilité dans tout ce processus, hem, mais c'était une belle chose, je trouve. C'est intéressant que tu le vois comme, tu le vois de manière positive aujourd'hui, cette blessure finalement. Totalement, totalement parce que du coup, ça m'a fait repartir de zéro. Ça m'a aussi permis d'avoir une approche, un peu plus pédagogique, de comprendre, enfin de sentir du coup ce que ça fait lorsque tu as eu cette blessure. Quels sont les points forts, les points faibles? Quelles sont les choses sur lesquelles tu dois continuer de travailler de manière constante pour réellement voir une progression, une évolution? Parce que oui, une fois que tu as fini ta rééducation et ta réathlétisation, en général, les gens s'arrêtent, mais ça continue en fait. Moi, j'ai continué, j'ai intégré dans ma routine des exercices pour pouvoir continuer de muscler mes mollets, pour retrouver la force dans mon pied gauche, parce que j'ai dit: «Je veux pas juste, faire le minimum syndical, je veux revenir à un niveau, si ce n'est même mieux que ce que j'étais avant». Donc du coup, pour faire ça, il faut vraiment que je comprenne, bah, mes points faibles et c'est un processus où tu apprends l'humilité dans le sens où, bah, quand j'ai remis les pieds sur la glace, je tombais sur des choses, très simples, des choses qui ont toujours été faciles pour moi. Et j'étais entourée d'enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui volaient sur des triples, qui faisaient ça de manière facile et ça peut être déprimant des fois, hein, parce que tu te dis: «Mais là, je suis bloquée à faire des simples», parce que même le truc que je maîtrisais, genre les yeux fermés dans le noir, malade, ce que tu veux, je pouvais le faire facilement et aujourd'hui, bah, c'est limite impossible. Mais tu apprends la patience, tu apprends l'humilité, tu apprends à j'ai appris à observer et c'est toujours quelque chose que j'ai fait, mais là, je l'observais encore plus. J'apprenais de tout le monde, que la personne, elle ait, 20 ans de moins que moi ou qu'elle en ait, 5 de moins. Ben je regardais, j'apprenais. La mémoire enfin, le travail visuel aussi, ça a beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup de visualisation. Donc ça, pareil, ça a, je pense, contribué à l'accélération de ma de mon comeback sur, la scène compétitive et puis, bah, savoir se donner la grâce nécessaire pour faire des erreurs, pour accepter les erreurs, pour accepter que c'est pas parfait, mais que, bah, c'est, c'est en cours et que ça progresse. Tu as un prépa mental dans ton équipe? Oui, 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 j'ai, prépa mentale, prépa physique, nutritionniste et j'ai la chance d'avoir un prépa mental qui est également, hem, hypnotiseur, sophrologue, et qui a eu une expérience internationale et qui a étudié en Amérique du Nord. OK. Donc du coup, son approche, elle est différente, diversifiée et variée, ce qui fait qu'il peut répondre à plusieurs problématiques que je peux rencontrer et ça, c'est vraiment un atout de taille. Excellent. C'est super impressionnant de voir ce que tu as mis en place. Bon, alors déjà, pour clôturer quand même sur le sujet de la blessure, impressionnant de t'entendre, expliquer comment finalement tu t'en es servi pour, mieux rebondir, mieux repartir Mmh. et impressionnant aussi de t'entendre parler finalement de cette é enfin de ce que tu as réussi à créer autour de toi pour mettre toutes les conditions, toutes les chances de ton côté, pour performer, à ton meilleur niveau, tu vois? Partir aux États-Unis, enfin dès 2015, donc tu avais quoi? Tu avais, quel âge tu avais en 2015? 2015, très bonne question, j'avais Tu avais 21? 20 ans, ouais, donc Ouais, 21, ouais. quand même assez jeune. 23 ans, installation, installation là-bas, C'est ça. aujourd'hui avoir une équipe avec, nutritionniste, coach, prépa mentale, chorégraphe et cetera. Enfin, c'est vraiment c'est intéressant finalement de voir un peu l'envers du décor, de mieux comprendre comment, on se prépare à des échéances, du niveau auquel, tu pratiques, donc JO en l'occurrence, Oui, quand il y a une dimension sportive, mais aussi artistique. Parce que oui, c'est quand même ça finalement un peu la complexité, c'est que c'est pas juste de la performance, sportive. c'est ça. Il y a aussi la composante, artistique et technique. Ouais, Parce que techniquement, c'est très particulier. En fait, je sais pas comment exprimer, mais par exemple, je me dis l'athlétisme, bien sûr, il y a de la technique dans les sports comme l'athlétisme et cetera, et que, force de répétition non, si, je pense que c'est un peu pareil, en fait. Il y a de la technique, tu dois répéter énormément de fois les mouvements pour être sûr que le jour J, tu vas faire ce mouvement au millimètre près, de cette façon-là, que tu vas agripper, ou que tu vas placer ton bras de cette manière-là, à tel rythme et ce qui est fascinant dans le patinage, c'est que des fois, tu peux te sentir genre comme la reine du monde sur la glace et le lendemain, tu as l'impression que tu ne sais pas patiner.
tu sais pas où est passée ta technique, tu es complètement off, tu fais un saut, toi tu te sens droit, mais tu es complètement à droite. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc des fois, vraiment, c'est perturbant, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du sport parce que du coup, dans les moments comme ça, c'est là où le réel entraînement commence. Mmh. Je me souviens de ce que Usain Bolt avait dit. Il a dit: «Quand c'est facile, pour moi, tu t'entraînes pas, hein. C'est juste du maintien à la limite. Mais le jour où c'est difficile, le jour où tu as pas envie, le jour où ça brûle, bah, c'est là où ton entraînement, il commence réellement». Parce que du coup, tu t'entraînes sur la fatigue, tu t'entraînes, dans des conditions qui ne sont pas optimales et du coup, tu dois trouver une solution lorsque ça va pas. Parce que Mmh. ça veut dire que, bah, quand tout ira du coup et en général, tu fais en sorte que plus ou moins tout aille, heu, pour le mieux autour de la compétition, bah, ça roule, tu vois? Mais ouais, c'est un challenge un petit peu et puis il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, c'est vrai que je me suis délocalisée aux États-Unis, mais j'avais aussi, trouvé mon coach technique, il se trouve en Europe pour 2 raisons. Une, quand, je viens, pour faire des compétitions en Europe, du coup, je voulais avoir une base d'entraînement, qui soit située ici et je voulais être avec quelqu'un qui techniquement s'y connaisse, et qui puisse adapter la technique à ma morphologie. Parce que j'ai pas une morphologie comme tout le monde et c'est pas tout le monde qui, je pense, peut me coacher et m'aider à corriger, ce que j'ai à corriger et il s'avère que j'ai trouvé, une perle incroyable. Donc ouais, c'est savoir se connaître aussi que de s'entourer des bonnes personnes Ouais. et ça prend du temps. Enfin, j'ai pas fait en un jour, quoi. Tu m'étonnes. C'est intéressant ce que tu dis sur l'entraînement, ça me fait penser à alors je sais pas si c'est vrai, mais je crois que il me semble que c'est Mohamed Ali qui disait ça, qui commençait à compter sit-ups, les abdos qu'il faisait Ouais, uniquement quand ça commençait à faire mal, tu vois? c'est C'est ça. un peu ça, en fait. Beh, en vrai, oui, parce que quand tu dans la zone facile, bof, tu réfléchis pas forcément ou Ouais, c'est pas là où tes faiblesses vont ressortir. Alors que ouais, quand tu es dans le jus, c'est là où on va voir, réellement la mémoire du corps. Parce que du coup, c'est tes réflexes primitifs qui vont primer sur, ta technique, sur ta conscience, ton intellect. mmh, Donc c'est là où le réel travail commence. Enfin, on comprend pas forcément ça quand on est jeune, mais avec, du recul, tu dis: «Ah effectivement, oui. Oui, mmh. oui». Et juste, je rebondis hyper rapidement sur ce que tu disais avec le parallèle avec l'athlétisme. Je pense que oui, forcément, quand tu pratiques un sport, à haut niveau, bah, le geste, il est méga important, évidemment. Mais il y a enfin, à l'inverse du patinage artistique, l'athlétisme, le judo, tu vois, j'en sais rien, la voile et cetera, tu es pas jugé, en fait, sur l'exécution du geste. Non, Tu vois, en judo, évidemment qu'il y a des répétitions, on considère que tu maîtrises une prise quand tu l'as répétée des milliers de fois. c'est ça. Mais pour autant, si le jour J, ça passe, que tu l'as pas faite exactement comme il faut, comme dans le livre, mais que ça passe et que finalement, bah, tu marques Ippon, tu mets l'adversaire sur le dos, bah, en fait, on s'en fout, tu as gagné, tu vois? C'est Heu, ça. c'est quand même pas la même chose quand tu dois en plus gérer l'exécution, absolument parfaitement C'est ça. et que Je tu es pense que jugé c'est là-dessus. ça le pire. Ouais, ouais. Le pire de notre discipline, c'est que des fois, quand tu sais que tu es un peu fébrile techniquement ou que, pour une raison ou pour une autre, ton saut ne passe pas comme tu le souhaites, hem, moi, je sais qu'à un moment, j'étais vraiment fixée sur je sais que si je rate ou si je fais une petite erreur, je vais avoir des moins. Mais quand tu as des moins, ça veut dire que tu perds énormément de points. Hem et tu peux pas te permettre de faire un saut approximatif. Ton saut doit être clean, du début à la fin. Ça doit être, sans effort. Les gens doivent te regarder et se dire: «Oh, c'est facile». Comme les danseuses, par exemple. Quand on regarde les danseuses, classiques, on se dit: «Oh, c'est facile». Oui, mais va passer, 2 heures sur pointe. C'est Heu, clair. enfin, c'est horrible. J'ai déjà fait pour avoir déjà fait des pointes, je faisais 1 heure de pointe et pas continue, j'étais en souffrance extrême et elles doivent être là et puis ça doit paraître léger et puis je vole et puis je te fais des mouvements. Non seulement tu as le cardio, tu dois pas montrer que tu es en PLS parce que tu as plus d'oxygène dans tes poumons. En plus, prendre tes lignes et cetera et faire les mouvements jusqu'au bout et puis tu dois faire des pirouettes et les pirouettes, on n'a pas l'impression, mais ça demande tellement d'énergie parce que si tu dois tourner vite, ça veut dire que tu dois contracter, bah, tous les muscles possibles et imaginables de manière assez smart pour que ça te fatigue pas trop, mais tu dois créer la vitesse. Quand on fait nos enchaînements de petits pas, il faut bouger de haut en bas parce que ça, c'est un niveau qui est requis. Donc tu bouges dans tous les sens, machin, bidule chouette, sur la musique.
tenter enfin, si jamais tu as une musique qui est assez rapide, bon, je te laisse imaginer ton cardio et puis après tu dois faire ton saut et puis atterrir comme si de rien n'était. Tu dois finir ton programme et pas montrer que tu es fatigué et voilà et c'est beaucoup de composantes à prendre en compte finalement. Ouais. Alors qu'en vrai, en athlétisme, si je suis là, je sais que j'ai mon mouvement, après j'ai juste à courir. Si je cours, je suis moche, c'est pas grave, tu vois? Enfin genre, si j'ai la souffrance, elle se voit sur mon visage, c'est pas trop grave. Genre, on va se dire: «Ouais, c'est l'effort, elle a tout donné», tu vois? En patinage, si on voit que tu es en train de souffrir, bon, ils vont dire: Ouais, elle est ma pauvre petite». Tu disais que ton approche, c'était d'avoir un coach technique qui s'y connaisse et qui puisse, te coacher en prenant en compte tes spécificités, morphologiques. Ouais. Qu'est-ce que tu as enfin de spécial, en c'est quoi ces spécificités en fait, morphologiques? Bah, du coup, je suis une personne, je suis assez grande pour le coup, pour le monde du patinage, j'entends et surtout je suis très athlétique et en général, la technique telle qu'elle est apprise, c'est apprise pour des personnes qui sont peut-être, elles sont athlétiques, mais pas de la même façon. Elles sont beaucoup plus longilignes, elles sont pas aussi lourdes que moi aussi, heu et puis surtout, il a dû déconstruire des années de mauvaises techniques que j'ai accumulées à cause de mes blessures, pour reconstruire une technique beaucoup plus solide, fiable et saine. Hem et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que des fois, il y a des coachs qui ont, une vision très précise de ce qu'ils veulent te coach de ce qu'ils veulent t'apprendre, mais ils prennent pas forcément en compte, genre toi, comment ton corps réagit, comment ton corps est placé et comment ton corps va naturellement se mettre. Et du coup, c'est là où il peut y avoir de la frustration, où tu peux ne pas avoir de l'évolution parce qu'ils prennent pas en compte, bah, tous les facteurs globaux. Ils vont juste se focaliser sur ce qu'eux, ils connaissent, puis ils vont dire: «Bon, bah, voilà, maintenant tu fais comme ça». Mmh. Alors que lui, c'est pas du tout cette approche, il va me donner un exercice, puis il va me dire: «Comment tu te sens?» et puis il va aussi observer comment mon corps réagit et il va ajuster en fonction si besoin. Un programme à la carte plutôt qu'un programme, je sais plus ce que c'est le terme, qui fit C'est ça. for all, tu vois? Ouais. Exactement, exactement. Il va prendre les connaissances de base, mais il va les customiser pour que ça, Ouais. me corresponde au maximum. Super intéressant. Fascinant, cet univers, franchement merci beaucoup, Maëlle de me l'avoir fait découvrir. Peut-être en guise de conclusion, bah, que tu nous en dises plus sur, où tu en es aujourd'hui et surtout la suite. Qu'est-ce que tu prépares et quelles sont tu vois, les échéances sur lesquelles tu te concentres? Eh bien, même, bah, déjà merci beaucoup de m'avoir accueilli Loïc, c'était un réel plaisir de partager un peu plus, sur le patinage. Où j'en suis aujourd'hui? Alors, bah, je vais faire un petit, saut en arrière. Après être revenue à mon meilleur niveau, après ma blessure au tendon d'Achille, je me suis fait un œdème osseux en décembre 2022 et après j'ai eu une période assez compliquée, plus psychologique qu'autre chose, dans le sens où, j'étais vraiment en mode, «Il faut que je prouve, il faut que je prouve, il faut que je prouve», ce qui était cool, ça m'a permis de revenir. Mais après, mon corps il a shut down et puis pendant, une longue période, j'ai pas patiné. J'ai repris que en août, ça a été difficile et l'œdème osseux n'était pas vraiment parti ou du moins j'avais encore quelques séquelles. Donc j'ai essayé de faire le début de la saison, hem, à 29 ans, je suis plus là pour forcer sur mon corps. Donc là, je prends le temps de le soigner. Je suis en Île-de-France, dans un centre, de rééducation. Donc je fais ce qu'il faut pour, me réathlétiser de la bonne manière. On reset tout le corps et l'objectif, c'est de repartir, pour, la fin de la saison sportive, donc peut-être en mois d'avril, mai, voir si je peux faire une compétition et sinon, repartir dès le mois de septembre pour, une nouvelle saison sportive en forme et les objectifs restent les mêmes. Milan 2026, objectif, ultime et puis entre-temps, il y a des qualifications au championnat d'Europe, championnat du monde, des qualifications à des grands prix, participation à plusieurs compétitions internationales pour me remettre dans le rythme, gagner des points dans le classement mondial et puis, juste profiter, kiffer, et créer des programmes, mémorables qui vont plaire aux gens. Voilà, c'est mon objectif pour la suite. Génial.
Si les gens veulent aller regarder un de tes programmes, tu conseillerais lequel? Et déjà, est-ce qu'ils sont accessibles sur YouTube ou c'est compliqué? Bah, le programme que j'aurais conseillé, je ne le retrouve plus sur YouTube, donc je suis vraiment désolée. C'était le Championnat d'Europe, 2019. C'était le programme court, il était exceptionnel. Je ne le retrouve plus, mais bah, sinon, il y a pas mal de vidéos sur YouTube. En vrai, je suis fière de tous les programmes, même s'il y en a qui sont un peu moins bien, techniquement parlant. Mais vous pouvez retrouver la plupart de mes programmes. S'il y en a un que je peux vous conseiller, ça va être, allez, les Universiades 2019, parce que c'était plutôt cool. Mais ouais, voilà. Génial. Génial, un immense merci Maë, c'était super intéressant, j'en ai appris beaucoup, je pense que les auditeurs et les auditrices aussi. Je crois pas, je dis peut-être des bêtises, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de patineurs ou patineuses artistiques qui écoutent les frappés. En tout cas, quand j'ai fait la dernière enquête, c'était plutôt des trailers, des randonneurs, des triathlètes, des VTTistes OK. que des patineurs artistiques. Mais je suis sûr que du coup, ça aurait été un épisode super intéressant Bah, pour merci beaucoup de beaucoup. gens. Et merci pour le temps que tu as bien voulu nous consacrer. Et je te souhaite du coup une très bonne période de pause. Ralentir pour mieux repartir, c'est souvent une bonne Exactement. stratégie. Oui, Et puis on se donne rendez-vous. C'est quoi on se donne rendez-vous. Donc tu disais septembre. On a qu'à se dire qu'on se donne rendez-vous dans un an et puis on se fait un épisode débrief. allez, avec grand plaisir. Merci beaucoup Loïc pour ce bel épisode et puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Maë jusqu'au bout. Pensez à partager l'épisode autour de vous, c'est un excellent moyen de la remercier pour tout ce qu'elle a bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Si vous appréciez Les Frappés et que vous voulez soutenir le podcast, il y a plein de manières de le faire. La première, c'est tout simplement de vous abonner et de laisser une note ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est celle que vous utilisez en ce moment, là tout de suite. Vous pouvez également rejoindre le groupe des tipeurs. Ce sont des auditrices et auditeurs qui soutiennent financièrement le podcast à partir de 1 € par mois. Le lien est en description. Oui, cette aventure me coûte cher, donc c'est toujours sympa de voir qu'il y en a qui décident d'y contribuer. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter, là aussi le lien est en description. Et enfin, vous pouvez tout simplement parler du podcast à fond autour de vous pour qu'encore plus de gens osent se lancer. Merci pour votre soutien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va parler d'aventure et de première mondiale.